L'Afrique subsaharienne vit une crise alimentaire depuis plusieurs années. Environ 250 millions de ses habitants, c'est-à-dire 20% de sa population, subissent les affres de la famine. Et le changement climatique est l'une des raisons derrière cet état de fait. La hausse globale des températures, l'élévation du niveau de la mer et les anomalies pluviométriques accroissent la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Les sécheresses, inondations, cyclones et autres chocs liés au changement climatique deviennent de plus en plus fréquents et intenses et mettent à mal l'activité agricole. Il en résulte des pénuries et une augmentation générale des prix des denrées alimentaires. Aujourd'hui, préserver la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Je suis Eric Bondi Ndinglé, économiste au département Strategy, Policy and Review du Fonds monétaire international. J'étais auparavant économiste pour le département Afrique et durant cette période, j'ai été l'un des co-auteurs du chapitre sur l'adaptation au changement climatique en Afrique subsaharienne. Je m'appelle Gannet Zinavou. Je suis actuellement économiste au département fiscal du Fonds monétaire international et j'étais aussi co-auteur de ce chapitre. Bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Je m'appelle Bruce Edwards. L'Afrique subsaharienne est en première ligne du changement climatique avec les conditions météorologiques extrêmes qui font des ravages sur les infrastructures et la production agricole. Mais la crise sanitaire introduit un autre niveau de risque pour la chaîne alimentaire. Les dernières perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne examinent comment la région peut mieux gérer les types de chocs qui menacent son approvisionnement alimentaire. Et donc, l'Afrique subsaharienne est sujette à de nombreuses catastrophes naturelles, comme tu as dit. Cette terrible infestation de criquets étant la dernière. Dans quelle mesure la production alimentaire est-elle affectée par le changement climatique par rapport à d'autres régions? Le changement climatique affecte le monde entier. Nous avons estimé l'impact de la hausse des températures et des phénomènes météorologiques extrêmes sur la production alimentaire en particulier et l'activité économique en général. Nos résultats indiquent que cet impact est bien évidemment négatif, mais surtout est plus prononcé et durable en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde. Précisément, au cours d'un mois donné, l'activité économique peut baisser de 1% dès lors que la température moyenne est supérieure de 0,5 degrés Celsius à la moyenne de ce mois sur 30 ans. Cet impact est 60% plus marqué que la moyenne pour les pays émergents et pays en développement des autres régions. La question est dès lors de savoir pourquoi l'Afrique subsaharienne est-elle vulnérable au choc climatique. Premièrement, l'Afrique subsaharienne dépend fortement d'une agriculture dont la production est sensible aux conditions météorologiques, mais aussi la région est moins résiliente et a moins de mécanismes d'adaptation que les autres régions. Notre analyse montre que la prise de mesures allant dans le sens de l'amélioration de l'accès des ménages au financement et au réseau de téléphonie mobile, ainsi que des maisons et des installations de stockage des aliments mieux construites, peuvent réduire de 30% les risques d'insécurité alimentaire d'une famille. En ce qui concerne les invasions de criquets, la raison pour laquelle ces épidémies sont si dévastatrices est due à la dépendance vis-à-vis de l'agriculture et à la faiblesse des mécanismes de résilience et d'adaptation. L'utilisation de téléphones mobiles permettrait d'accéder à des informations via de simples messages textes ou vocaux qui pourraient aider les agriculteurs à protéger leurs récoltes. Une plus grande disponibilité de financement pour les agriculteurs permettrait à ceux-ci d'investir dans des cultures plus résistantes aux invasions et de criquets ou aux chocs climatiques. Et la recherche présente donc plusieurs stratégies d'adaptation, mais elle a un coût très élevé, 30 à 50 milliards par an pour la prochaine décennie, selon l'estimation. Les pays de la région peuvent-ils se permettre de le faire? Oui, le renforcement de la résilience au changement climatique en Afrique subsaharienne est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et requiert un certain nombre de mesures. Et certaines de ces mesures sont très abordables. Par exemple, des programmes visant à aider les agriculteurs à acheter des semences améliorées, des mesures de protection des cultures,
la mise en œuvre de systèmes d'alerte et la généralisation d'une assistance sociale ciblée. Cependant, il est vrai que le renforcement de la résilience nécessite aussi des investissements dans des infrastructures telles que les réseaux de télécommunications, les systèmes d'irrigation ainsi que l'amélioration de l'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. Et tout ceci a un coût. Ces actions d'adaptation coûteraient entre 2 et 3% du PIB régional par an. Toutefois, notre analyse révèle que le financement de l'adaptation, y compris les grandes infrastructures, sera moins onéreux que les opérations répétées de secours aux sinistrés. En fait, les économies résultant de la diminution des dépenses post-catastrophe pourraient représenter plusieurs fois le coût des investissements réalisés en amont dans le cadre de mécanismes de résilience et d'adaptation. Les gains seraient alors de l'ordre de 3 fois le coût des investissements en amont pour les épisodes de sécheresse et environ 12 fois même pour les tempêtes. Cela dit, la question demeure. Comment les pays d'Afrique subsaharienne vont-ils financer l'adaptation au changement climatique? Ils disposent d'une marge budgétaire limitée et dans de nombreux cas sont très endettés. Alors beaucoup mènent activement des réformes pour mobiliser davantage de recettes, y compris à travers des taxes environnementales, et améliorer l'efficacité des dépenses et des choix de projets d'investissement. Ils se soutiennent également par des mécanismes régionaux d'assurance macroéconomique, mais tout ceci n'est pas suffisant. L'appui de la communauté internationale sera essentiel, et les partenaires au développement peuvent faire une énorme différence en ciblant le renforcement de la résilience et des mécanismes d'adaptation. Les institutions financières internationales peuvent aussi aider en débloquant des sources communes de financement pour l'adaptation via une série d'instruments, dont des prêts et des garanties, et une réduction du risque d'investissement. Au final, le financement de l'adaptation au changement climatique en Afrique subsaharienne coûtera très cher, mais il sera moins onéreux que les opérations répétées de secours aux sinistrés, et il est très certainement possible avec l'aide de la communauté internationale. Ainsi, l'une des catastrophes naturelles dont l'Afrique est souvent frappée est la sécheresse. Évidemment, ils peuvent ravager les cultures, mais semble que l'impact va bien au-delà. Y a-t-il un moyen de limiter l'impact des sécheresses? Les sécheresses ont des effets durables en raison de leur caractère prolongé. Notre analyse révèle que l'impact économique d'une sécheresse est d'environ 8 fois plus prononcé en Afrique subsaharienne que dans les pays émergents et pays en développement des autres régions. C'est une grande préoccupation car un tiers des sécheresses dans le monde se produisent en Afrique subsaharienne. Heureusement, les dégâts peuvent être considérablement réduits. Comme mentionné plus tôt, l'accès au financement et au téléphone portable ainsi que des maisons et des installations de stockage des aliments mieux construites améliore la capacité des ménages à résister aux chocs météorologiques tels que la sécheresse. Par ailleurs, notre analyse révèle que les dommages économiques à moyen terme d'une sécheresse supplémentaire représentent environ 1% du PIB et ces dommages peuvent être réduits de moitié si les pays améliorent leur accès à l'eau potable, à l'irrigation et à l'électricité. Comme vous le savez, l'électricité alimente les systèmes d'irrigation et les pompes à puits profonds. Il est donc particulièrement important d'avoir des sources d'électricité diversifiées plutôt que de s'appuyer principalement sur l'hydroélectricité. À titre d'exemple, les systèmes hors réseau tels que les mini-réseaux et les systèmes solaires autonomes au Kenya ont amélioré l'accès à l'électricité de 40 à 70% et créé de nombreux emplois. C'est impressionnant. Nous parlons depuis de nombreuses années de transferts monétaires comme un moyen efficace de soutenir les gens. Les transferts monétaires sont-ils toujours un moyen efficace de soutenir les gens en cas de pénurie alimentaire? Et craignez-vous que le financement de ces types de programmes soit plus difficile après cette crise sanitaire? Les transferts en espèces sont une forme très efficace d'assistance sociale. Et leurs avantages peuvent aller au-delà de la sécurité alimentaire. Par exemple, le Productive Safety Net Programme de l'Éthiopie, qui effectue des transferts en espèces et en nature vers les personnes en situation d'insécurité alimentaire,
a permis d'améliorer l'inclusion financière en imposant l'ouverture de comptes bancaires pour les transferts. Le recours à ces systèmes de transfert a contribué à améliorer l'efficacité des mesures d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Ce facteur, couplé aux semences améliorées, a ramené les pénuries alimentaires de 22% à 10% en seulement 5 ans. Wow. La pandémie de coronavirus a accéléré l'expansion de programmes de transfert en espèces à travers l'Afrique subsaharienne. Dans de nombreux cas, comme au Malawi, les partenaires au développement ont accru le financement de ces programmes pour aider les ménages à faire face à la pandémie. Cela signifie que le montant reçu par chaque ménage est désormais plus élevé et que les programmes auparavant axés surtout sur les ménages ruraux sont maintenant étendus aux ménages urbains, qui sont très affectés par les mesures de confinement visant à contenir la pandémie. Et donc, la pandémie a exercé des pressions sur les sociétés de nombreuses façons, partout dans le monde. Et nous entendons maintenant parler de possibles pénuries alimentaires dans des endroits que nous n'aurions pas pu imaginer il y a seulement quelques mois. Que signifierait une pénurie alimentaire mondiale pour l'Afrique subsaharienne? Les mesures visant à contenir la pandémie, telles que les fermetures des frontières, les confinements et autres couvre-feux, sont essentielles pour sauver des vies, mais perturbent les chaînes d'approvisionnement. Les agriculteurs pourraient en effet ne pas obtenir de semences et autres intrants. Les aliments pourraient ne pas être livrés au marché comme d'habitude. Par conséquent, et ce particulièrement en Afrique subsaharienne, la pandémie contribuera à accroître le nombre de personnes souffrant de famine. Toutefois, la situation actuelle pourrait être une opportunité. Les mesures de relance budgétaire en soutien à la reprise post-pandémie peuvent être conçues pour augmenter simultanément la résilience au changement climatique, ce qui à son tour augmenterait la sécurité alimentaire dans la région. La destruction de l'environnement et de la biodiversité rend les pandémies plus probables. La pollution et d'autres facteurs humains à l'origine du changement climatique affaiblissent la santé des êtres humains, augmentant leur vulnérabilité aux virus et autres maladies. Travailler au ralentissement du changement climatique contribuerait donc également à réduire la propagation des pandémies futures. Merci à vous deux. Merci. Merci. C'était Eric Bondi Ndinglé et Ganet Zinavou qui commentait la nouvelle étude sur la sécurité alimentaire et du changement climatique dans les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple, Spotify et partout où vous obtenez vos podcasts et suivez-nous sur Twitter @IMF Podcast.